fois à ce numéro de Triangle Socle du Congo, Trisoko. Nous parlons toutes les semaines de l'agriculture, taxes à impôts et également de... Voilà, c'est encore quoi? La spiritualité. Merci beaucoup. Monsieur Bifoumani, bonsoir. Bonsoir. Nous revenons avec vous cette fois-ci dans le cadre toujours de la rétrospective de l'année passée. Nous avons largement parlé dans le cadre de notre sujet également des impôts. Vous avez dit payer ces impôts, c'est vraiment très positif au niveau de la reconstruction du pays, au niveau aussi d'avoir surtout des infrastructures de qualité, l'amélioration alors de la vie en société. Oui, effectivement, c'est ce que nous ne cessons de reprendre, que payer les impôts égale améliorer la qualité de la vie des citoyens. Et c'est ainsi que nous étions en train aussi d'évoquer les différentes faiblesses. Pourquoi chez nous, les impôts ne sont pas bien payés? Parce que la réalité est que les impôts ne sont pas bien payés. C'est sûr que j'avais parlé de la parabole de la farine dans la marmite, et on était en train d'évoquer cette compréhension. Pourquoi? Oui, je voudrais peut-être qu'on y revienne juste après, mais avant bien cela, que vous puissiez d'abord nous expliquer à quoi serviraient les richesses naturelles, par exemple, qui peuvent mieux contribuer à la reconstruction du pays, et aujourd'hui parler tout simplement des impôts qui peuvent booster l'économie, et pourtant nous savons que notre pays est bourré de richesses, des ressources naturelles notamment. Oui, notre pays est bourré de ressources naturelles, on l'appelle scandale géologique, on peut dire tout ce qu'on peut dire. Mais la réalité est que nous sommes un pays sous-développé. Pour ne pas dire en faillite, comme disait... Non, notre pays ne peut jamais être en faillite. La RD Congo ne peut jamais être en faillite, et il n'est pas en faillite. Il est sous-développé, c'est-à-dire en voie de développement, mais n'est pas en faillite. Le processus de notre évolution voudrait que nous puissions passer par là où nous sommes en train de passer. Donc, notre pays, malgré ses richesses innombrables, mais nous sommes sous-développés. Ce qui revient à dire quoi? Que les richesses naturelles, j'insiste bien, naturelles, ne veulent pas dire richesses utilisables immédiatement. C'est pas en liquide? Ce n'est pas du liquide. Donc c'est le liquide qui peut facilement donner... C'est le liquide, c'est-à-dire qu'il faut transformer ces richesses-là, naturelles, en richesses liquides. Parce que pour acheter un avion, à moins de vous convenir avec les fabricants pour dire, bon, moi, je vous donne de l'or et puis vous donnez-moi... Le troc est un système de commerce dans le commerce. Qui a existé, oui. Qui existe, et qui existe aussi dans certaines mesures. Mais c'est exceptionnel. Ce n'est pas du jour au lendemain on dira, bon, vous, pour votre salaire, on vous donne 5 chikwang, mangez, et puis c'est tout. Non. Pourtant, il fut un moment dans l'histoire de l'humanité où offrir la nourriture pouvait constituer un salaire. Quand on fabriquait les châteaux à l'époque du Moyen-Âge au niveau de l'Europe, mais est-ce que nécessairement ils avaient des salaires? On ne sait pas. Ou même bien avant. Peut-être qu'ils étaient payés juste avec la nourriture, ils mangeaient, tout ça. C'était ça les salaires. Donc, oui. Pour le moment, on ne peut pas dire que nous avons beaucoup de richesses naturelles, nous avons les diamants, mais qui a déjà été payé en diamant chez nous ici, ou en portion de cuivre? Personne. Donc ce sont des richesses qui restent naturelles, et si le naturel n'est pas valorisé, alors c'est sans valeur. Et se mettre en valeur, c'est aussi un long processus. Mais bien sûr. Et c'est pas l'État qui peut aussi investir dans ce domaine, par exemple, d'exploiter les ressources naturelles. C'est pas dans le pouvoir de l'État, c'est ça? Pas nécessairement l'État. Je dis bien pas nécessairement l'État. L'État peut le faire, mais pas nécessairement. Chez nous, par exemple, il fut un moment où la GECAMIN était une société à part entière, une société de l'État à 100%. Donc c'était l'État qui exploitait les richesses à travers la GECAMIN qui était son démembrement. Mais pour le moment, on parle de privatiser ou de céder une partie des parts sociales au privé. Donc l'État peut, dans une certaine mesure, mais pas toujours. Et quand bien même l'État exploitait lui-même ses richesses,
Donc, il doit respecter les mêmes voies que si c'était exploité par un privé. C'est-à-dire qu'il doit transformer ces ressources naturelles en richesse liquide, et à partir de là maintenant, il peut s'en servir comme il veut. Et pour vous, parler de ressources naturelles, c'est pas un vrai débat lorsqu'il faut parler de la hauteur que nous voulons bien atteindre, l'émergence donc. Oui, ce n'est pas... C'est-à-dire on ne peut pas partir du fait que nous avons beaucoup de richesses naturelles, par conséquent, nous devrions faire ceci ou cela. Mais non. Vous avez beaucoup de richesses naturelles, travaillez pour les transformer, et quand vous les aurez transformées, vous les aurez valorisées, c'est alors que ces richesses vont apporter la richesse, disons, la possibilité pour l'État de s'en servir. Sinon, rien ne sera fait. Donc, développement pour vous, pour un pays, c'est donner au gouvernement les moyens de ses ambitions à travers les impôts et non atteindre les ressources naturelles, se transformer en immeuble, en route et en toute autre infrastructure qu'on voudrait. Justement, c'est-à-dire c'est une illusion. Je dis bien illusion de croire que parce que nous avons beaucoup de richesses naturelles, par conséquent, le développement est à notre porte. Non. Nous avons beaucoup de richesses naturelles, il faut les transformer en argent liquide. C'est à travers cet argent liquide que maintenant l'État pourra faire ce qu'il veut. C'est-à-dire, vous payez les impôts, parce que même quand on transforme, ce n'est pas que tout ce qui est vendu, tout ce que la GECAMINE vendait comme cuivre, son chiffre d'affaires, l'argent que la GECAMINE réalisait, n'était pas reversé dans la caisse de l'État en totalité. La GECAMINE avait des charges. On défale d'abord les charges, on défale que ceci, on défale que cela. Et comme l'impôt existe de par la loi, ce que la loi a prévu comme impôt, c'est ce que la GECAMINE va reverser. S'il y a des royalties qui sont prévues, par exemple les compagnies pétrolières nous versent des royalties. Ça, c'est prévu par les textes. Alors, si c'est ça... C'est quoi les royalties? C'est-à-dire une quote-part, en termes simples, une quote-part que la société verse au niveau de l'État. Même si l'État n'a pas investi en termes de participation au chiffre d'affaires? Non, du fait que vous avez l'autorisation pour certaines matières d'exploiter le pétrole, par exemple, dans les clauses, l'État vous cède ceci, l'État vous cède l'autorisation, vous faites ceci. Il y a une contrepartie que vous devez, à part les impôts. Ah, donc c'est en dehors des impôts. En dehors des impôts habituels, vous versez les royalties. Donc ça, ce sont des sommes que vous versez. C'est comme si ce sont des frais que vous, entre guillemets, je ne dis pas que c'est ça, entre guillemets, on dirait un loyer, quoi que ce soit, mais que la société verse à l'État. D'ailleurs, même quand on les recouvre, parce que c'est recouvré par la régie financière DGI, même quand la DGI recouvre ces montants, il ne les met pas dans les recettes propres de la DGI. Ce sont des recettes en dehors. C'est dans le trésor public. Mais c'est pour le trésor public. Donc les royalties peuvent être prévues, précisées, négociées selon les pourcentages. Ça, c'est la négociation entre l'entreprise et l'État. Ouais. Mais ce n'est pas que les royalties, on prend le pétrole, on vient donner à l'État en nature, non. Donc, c'est de l'argent. C'est de l'argent au comptant. Mais bien sûr. Voilà, revenons aux impôts. La culture des impôts, de s'acquitter de ces impôts, normalement dans notre pays, dans notre peuple, on dirait nous ne l'avons pas encore vraiment bien cultivé. Est-ce que c'est parce que tout simplement la population ne veut pas, ou sinon c'est également parce que l'État ou sinon l'administration fiscale n'est pas derrière la population pour récolter ces impôts? Justement, c'est ainsi que nous avions parlé pour bien comprendre, pour bien expliciter ça, nous avions parlé de la parabole de la farine dans la marmite. C'est-à-dire, pour que le foufou soit bon, il est là. Donc la marmite, c'est le pays. La farine, c'est la population et tous ses problèmes. Maintenant, l'eau. Pour bien préparer un foufou, il faut avoir une quantité équivalente, proportionnelle d'eau. Quand il y a trop d'eau, c'est mauvais. Quand il y a très peu d'eau, c'est aussi mauvais. Il faut qu'il y ait une proportion.
Pour que la machine pour tourne. que la machine tourne correctement. Maintenant, chez nous, malheureusement, la marmite est là, la farine est là. Il n'y a que de l'eau qui manque. L'eau est là aussi, mais en quantité insuffisante. Par conséquent, on ne sait pas faire un bon foufou. Maintenant, la question, c'est là où j'ai toujours dit, même aux amis, nous devons approfondir la réflexion pour n'importe quel problème. Que ce soit un problème de société, un problème individuel, un problème d'association. Mais sinon, les impôts, c'est un problème de société. C'est un problème de société. Maintenant, il faut approfondir la réflexion. C'est là où, personnellement, je considère que les gens, c'est comme s'ils ne s'intéressent pas à approfondir la réflexion. Parce que quand on se pose la question, pourquoi il y a très peu d'eau? La réflexion, maintenant, c'est le point de départ de la grande réflexion. Sans compter le coulage. Mais justement... Ou sinon les sointages, comme vous avez dit l'autre fois. Justement, c'est-à-dire, quand la réflexion commence, c'est alors qu'on se posera la première question. Mais pourquoi il y a très peu d'eau? Mais l'eau vient d'où? Pour que ça arrive en petite quantité ici. Maintenant, on remonte la filière jusqu'à détecter la source d'eau et pourquoi ça n'arrive pas en quantité suffisante à destination. C'est ça les réflexions. Et c'est à partir de là que je distingue toujours les trois compartiments en ce qui concerne l'impôt. La production, les transports et la consommation. Maintenant, c'est au niveau de la consommation qu'on se rend compte qu'il y a très peu d'eau. La production. Maintenant, on doit se poser là, mais toi qui consommes très peu d'eau, pourquoi tu consommes très peu d'eau? Est-ce qu'on transporte très peu ou bien on produit très peu? Oui, mais ça oriente la question alors du potentiel. Justement, mais justement, maintenant, quand on remonte la filière, on s'arrête d'abord auprès des transporteurs. Vous, transporteurs, quel est votre mécanisme? Quelle quantité on vous donne que vous devriez transporter jusqu'à destination? Et vous l'avez évalué à combien? Pourquoi cette quantité arrive d'une façon insuffisante? Alors, maintenant, nous avons déjà essayé de faire certaines petites réflexions là-dessus. La réponse, les transporteurs, on ne lui donne que plus ou moins, je dis bien plus ou moins 20% des potentialités. Et il reverse? Et il reverse, je dois dire, sur les 20%, c'est 20% exactement, ce qui est reversé, c'est plus ou moins 19,5%. Parce qu'on ne peut pas prétendre dire qu'il reverse tout exactement. Ce serait malhonnête de ma part. Il peut y avoir, raison pour laquelle, moi j'ai toujours contesté, depuis toujours, même quand l'atelier sur le coulage des recettes avait lieu, moi je n'étais pas d'accord avec cette appellation parce que ça prouvait que... Il y a eu des réflexions qui ont été produites par des éminents, comme on l'a dit. Nous aussi nous sommes des chercheurs, la fiscalité c'est notre spécialité, nous pouvons dire quelque chose là-dessus avec autorité. C'est-à-dire il n'y a pas de détournement par exemple? Non, attention, j'ai dit ceci, coulage, ça donne l'impression que entre la quantité qui est collectée et la quantité qui est reversée, c'est-à-dire l'écart est tellement énorme que ça reste en cours de route. C'est-à-dire c'est comme si on avait un tuyau totalement troué, presque troué à tout moment, et l'eau ne fait que couler, ce qui arrive à destination est insuffisant. Alors que ce qui arrive à destination, par rapport à ce qui est collecté, est de loin supérieur. Donc ce n'est pas 100% qui arrive. Mais comment le peu là qui tombe dans ce circuit, dans ce processus, pendant que nous savons qu'aujourd'hui, tout impôt se paie à la banque, si je ne me trompe pas. Mais justement, c'est-à-dire raison pour laquelle... Ça ne se paye pas au comptant en main, justement, mais devant les guichets de banque. Non, là c'est un principe qui est arrivé il n'y a pas longtemps. C'est une réforme qui est arrivée il n'y a pas longtemps, où on commence par la banque avant d'aller à la régie. Mais c'est ainsi que nous disons ceci. On ne veut pas dire que rien ne reste. On ne sait jamais. Je ne peux pas être un Dieu pour dire que rien ne reste. Les 100% entre. Peut-être qu'il y a des petits trous où l'eau sointe, mais pas beaucoup qui sointent. Pas beaucoup. C'est-à-dire ce qui est pris, ce qui est collecté est reversé presque en totalité. Alors, maintenant, focaliser l'attention sur les petites gouttelettes qui tombent. Se perdre le temps? Non, on peut perdre le temps parce que les gouttelettes ne doivent pas tomber. Normalement. C'est-à-dire on doit fournir
de l'énergie pour boucher ces trous. Pour arrêter l'hémorragie. Mais non, il n'y a même pas d'hémorragie. Parce que quand on est blessé, par exemple, une gouttelette de sang tombe, ce n'est pas de l'hémorragie. Mais l'hémorragie, quand ça coule. Or, ici, il n'y a pas coulage comme on le prétendait, mais il y a juste des gouttelettes qui tombent. Alors maintenant, prendre des mesures pour boucher ces trous-là, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Et déjà, la première mesure d'aller verser à la banque, voilà, c'est entre autres ça. Mais c'est entre autres ça. Alors, mais le grand problème maintenant qui devait se poser, mais pourquoi eux ne collectent que plus ou moins 20%? C'est ça la grande question. Et où restent les 80% des potentialités? Parce que les contribuables ne s'acquittent pas de leurs devoirs. Tout reste entre les 100% des potentialités, c'est auprès des contribuables. Ces contribuables libèrent plus ou moins 20%. Donc, ils restent avec 80%. Donc, maintenant, on doit pousser... Les contribuables sont à la base du sous-développement de notre pays, c'est ça? Mais bien sûr. Comment vous pouvez expliquer ça? Parce que déjà, je vous dirais, si vous allez dans la cité, par exemple, vous ne verrez pas des agents des impôts venir, par exemple, sensibiliser autour de cette question. Mais justement, ce n'est pas qu'il n'y a pas... on ne sensibilise pas. La sensibilisation y est. Peut-être qu'elle est insuffisante jusqu'à présent. Oui, ça dépend. Normal. Il y a sensibilisation. Elle est insuffisante, ça, je peux encore l'affirmer. Mais dire que la sensibilisation zéro, non. Il y a sensibilisation, mais une sensibilisation insuffisante. Là, c'est normal. C'est vrai. Alors, parce qu'il y a beaucoup de mécanismes de sensibilisation qui avaient été mis en place. Il y a notamment des affiches, des spots publicitaires, il y a des conférences, des matinées fiscales, comme on les appelle. C'est toujours la sensibilisation. Et vous pensez que communiquer à la télé. C'est tout ce qui, communiquer à la télé, c'est tout ce qui peut faire sortir quelqu'un son argent en poche et puis venir verser. Entre autres, c'est-à-dire au trésor, c'est facile. Justement. Il faut de bonnes consciences alors. Voilà. Pour me dire, excusez-moi, est-ce que vous ne cherchez pas à bâtir une sorte de conscience dans les gens, comme si on était à l'église, qui paierait des impôts librement, parce que je sais même Jésus, on est venu lui poser la question. Voilà. C'est là où je parle de la réflexion. On doit approfondir la réflexion. Maintenant, quand on entre dans le producteur, chez les contribuables, pourquoi ces contribuables ne payent-ils pas les 100% de sa production d'impôts? Voilà un thème important de réflexion. C'est là où je dis, il y a beaucoup d'hypothèses. Parce qu'il y a des gens... On sait déjà. Non, mais non. Comment il y a des gens... de sorte attention, justement, il y a des gens qui ne payent pas par ignorance. Donc, il faut trouver des remèdes contre l'ignorance. Il y a des gens qui ne payent pas l'impôt par, disons, d'une façon volontaire. Il faut trouver des remèdes pour ça. Par négligence, il faut trouver des remèdes pour ça. Donc, les causes pour lesquelles les gens ne payent pas suffisamment d'impôts, il faut trouver des solutions à ces causes. Et vous n'avez pas cité l'information parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont jamais même entendu c'est parler ça de l'ignorance. l'impôt. C'est ça l'ignorance. Ah oui. C'est ça l'ignorance. En principe, parce que si la loi devait mettre en avant l'ignorance, aucune loi ne serait exécutée. Tout le monde se cacherait derrière l'ignorance. Mais nul n'est censé. Justement, or, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, l'État pouvait dire, moi, du fait que j'ai promulgué cette loi, vous devez l'exécuter. Mais, sur le plan pédagogique, sur le plan du réalisme, sur le plan pragmatique, ce n'est pas suffisant. La loi a été promulguée, certes, mais nous savons que même les grands intellectuels ne parviennent pas à obéir à cette loi, par ignorance. Plusieurs d'entre eux le font par ignorance. Pourtant, ils savent lire, écrire, sont des spécialistes dans tel domaine, mais quand il faut parler d'impôts, ils deviennent des ignorants. Alors, donc, ce n'est pas par manque d'instruction. Il y a des gens, on peut dire par manque d'instruction, mais il n'y en a pas par manque d'instruction. Donc, les causes sont multisectorielles. C'est ce que la nécessité d'approfondir cet aspect pour trouver les bons remèdes à cette situation. Parce que l'idéal pour nous serait de collecter plus de 80% des recettes, des recettes potentielles, plus de 80%. Comme dans les autres pays, même aux États-Unis, en France, tout ça, ils ne peuvent pas prétendre recouvrer les 100% des potentialités, non.
Mais au moins, ils peuvent dire que nous avons recouvré plus de 80%, sinon plus de 90%. Bon, nous, si nous pourrons arriver à recouvrer ne fût-ce que 70%, c'est déjà beaucoup. Ça va entraîner pour que nous atteignions les seuils, par exemple, de 80%, de 90%. Comment y arriver? C'est ça la vraie question. Mais justement, vous demandez au Saint-Esprit? Non, entre autres la sensibilisation. Mais quel type de sensibilisation? C'est-à-dire sensibiliser, même par exemple, parler de l'impôt à partir de l'école. En Côte d'Ivoire, on parle de l'impôt maintenant à partir de l'école primaire. Il faut une autre réforme, et cette fois-ci dans le secteur de l'éducation. Mais c'est tout ça. Et une fois même, c'est facile, ce n'est pas compliqué. Donc introduire des cours d'impôt mais bien sûr, de l'école. À partir même de la maternelle. C'est comme aujourd'hui, l'association de chauffeurs demande à ce que l'on introduise les cours d'apprentissage, le code de la route par exemple, à partir de l'école primaire. C'est ainsi que vous pensez aussi pour les impôts, ça pourrait être mais le code de la route, même démarche. Nous l'avons appris à l'école. Moi, j'avais appris le code de la route à l'école. On ne l'apprend plus aujourd'hui. Mais justement, malheureusement. Alors, donc, l'impôt, c'est-à-dire introduire un cours sur la fiscalité ou sur les impôts, à partir de la maternelle, même de 20 minutes ou 10 minutes à leur niveau, jusqu'à atteindre l'université, 1 heure, 2 heures. Mais ce n'est pas compliqué. Changer les programmes, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas que c'est ça la solution miracle, mais c'est une des solutions. Ce n'est pas compliqué. Même demander à chaque journal, par exemple, il y a combien de chaînes dans notre pays? Combien de chaînes vous parlent de l'impôt? Non, mais c'est de la publicité, ça vous savez. Mais justement, mais est-ce qu'on ne peut pas demander à chaque chaîne de réserver ne fût-ce que 15 minutes par jour ou 20 minutes par jour pour parler de l'impôt? Et l'État paye. Mais c'est la contribution de ces chaînes-là. Non, mais les chaînes-là payent déjà des impôts, beaucoup même, vous le savez, non? Nous sommes dans la sensibilisation. Oui. La sensibilisation, chacun peut aussi faire une donation. Si une chaîne faisait une donation de 20 minutes à l'État en disant, bon, moi je paye mes impôts, c'est bien, mais en dehors de ça, je vais aussi commencer à réserver 20 minutes pour qu'on parle des impôts. Oui. Ce n'est pas mauvais. Et quand l'administration fiscale dit aussi, voilà chaîne, vous allez parler des impôts et nous également, nous allons réduire à telle chaîne, vous voyez que ça sera un bon partenariat avec toutes les chaînes en République démocratique du Congo. Non, justement, voilà c'est-à-dire, quand je parle de, pas l'illusion, mais le fait de ne pas comprendre que la population a intérêt à bien payer les impôts pour améliorer ses conditions de vie. C'est là où moi je suis. C'est-à-dire, quand les chaînes, toutes les chaînes, je ne sais pas s'il y a une seule chaîne qui paye correctement ses impôts. Je ne sais pas s'il y en a une qui peut, on peut même la défier. Donc vous n'avez même pas vérifié pour savoir s'il y en a une qui ne sait pas bien payer et correctement ses impôts. Parce qu'on enferme aussi chaque année autant. Je suis sûr qu'aucune chaîne ne peut soulever son petit doigt pour dire moi je paye correctement tous mes impôts. Bon, c'est notre débat. Ça, c'est notre débat. Voilà. Mais je suis sûr qu'il n'y en a pas. C'est comme les avocats. Je ne sais pas s'il y a des cabinets d'avocats qui vont dire que nous payons correctement les impôts. Un centre médical, une église. Je ne sais aucune église. Voilà. Nous ne pouvons pas dire que tous sont des mauvais, que tous sont des diables. Non. Mais ils peuvent continuer. C'est-à-dire ils ont un problème tout simplement qu'il faut résoudre. Tous ne payent pas correctement les impôts. Aucune société ne paye correctement ses impôts. Mais ce n'est pas que tous sont des fraudeurs, tous sont des voleurs, tous... Non. Parce que quand vous gardez par devers vous l'argent qui ne vous appartient pas, mais c'est un vol aussi. Et vous l'utilisez de surcroît. Non, par moment, l'argent de l'État, certaines personnes croient que c'est pour eux. Voilà. Bouffer de l'argent gratuit. Justement, c'est-à-dire, c'est ça que nous devons essayer un peu de bannir. C'est-à-dire, nous tous dans notre pays, nous sommes fautifs vis-à-vis de l'impôt. C'est-à-dire, ne nous mettons pas à condamner une catégorie. Ah, les dirigeants sont mauvais, les contribuables sont mauvais. Non. Dès lors que nous commençons à condamner une seule catégorie, nous risquons de ne pas bien percevoir la pertinence de cette problématique. Mais, considérons que nous tous nous sommes fautifs. Maintenant, analysons, vous, dans votre domaine, quelles sont les failles que vous constatez. Lui-même, la personne peut aussi faire une autocritique et dégager ses propres failles et, sur base de ces failles-là, proposer aussi des solutions adéquates. C'est quand
on peut même faire ce qu'on peut appeler des états généraux de la fiscalité, où on se dit la vérité. Et qui va le faire? Mais la loi existe, qui peut le faire? L'État peut proposer et chaque corporation peut le faire. C'est comme les écoles privées. Les écoles privées se rebiffent derrière les établissements d'utilité publique pour dire non, nous sommes établissements d'utilité publique, par conséquent, on doit payer les impôts. Alors que leur loi cadre, la loi cadre des écoles privées, fait dépendre le statut juridique de l'école par rapport à son promoteur. Quand le promoteur est une personne physique, donc l'école a le statut de la... On va poser la question, combien touche l'enseignant aujourd'hui pour qu'on défalque par exemple l'impôt sur sa rémunération? Mais peu importe, l'impôt n'a pas... c'est ad valorem, c'est-à-dire c'est par pourcentage. On ne dit pas que vous, enseignant, vous devez payer un forfait de temps. Non, on ne parle pas en termes de forfait. Parce que le forfait, ça serait un peu parfois arbitraire. L'enseignant, peut-être, on peut s'imaginer, il a 300 000 francs, donc il doit payer tel impôt. Non. Par rapport, le pourcentage est connu. Si vous gagnez 50, vous payez par rapport à ce pourcentage. Si vous gagnez 1 million, par rapport à ce pourcentage. Donc, on ne peut pas parler de l'enseignant disant qu'il gagne peu. Non. Le peu qu'il gagne, l'impôt sera petit. Et c'est comme l'autre fois, vous avez dit, même les receveurs, les chauffeurs des taxis doivent payer les impôts. Comment peut-on retracer, par exemple, les recettes que font les minibus, les taxis à travers la ville? C'est ça aussi la bonne question. Mais justement, ça sont les petites questions. Les gens croient que, oui, ce sont là, vous rentrez dans les forfaits que vous veniez de... Justement, c'est-à-dire, quand je parle de petites questions, c'est quoi? C'est que, au moins, la loi existe déjà, qui fixe les différents taux à payer. Parce que le véhicule en question appartient à qui? Ce n'est pas un véhicule qui appartient à un arbre ou à l'État. C'est un véhicule qui appartient à quelqu'un. Cette personne, la propriétaire, vous êtes un employeur sur le plan juridique. Il est employeur. Qui sont ses employés? Ce sont les receveurs, les chauffeurs. Ce sont ses employés. Donc, vous, propriétaire des véhicules, vous êtes employeur. D'ailleurs, on les appelle les mvoam, patrons. Mais pourquoi les boss? Pourquoi on les appelle boss? Oui, je me rappelle. Justement. C'est pour dire que c'est vous l'employeur. C'est vous qui avez des travailleurs. Et les travailleurs, c'est qui? Ce sont les receveurs, ce sont les chauffeurs. Donc, retenez l'impôt conséquent. Comment est-ce qu'on va retenir l'impôt du chauffeur congolais? Par exemple, ceux qui travaillent dans les bus, pas des entreprises, mais les privés, qui sont payés sur base d'un forfait, en fait. Payés ou récompensés, je ne sais pas. Non, c'est-à-dire... Ils ont un versement. Le top, c'est autant. Lorsque vous vous donnez le versement, ce qui va rester, c'est à vous. Que vous ayez fait plus ou moins, vous avez une obligation à un certain niveau. Comment prélever l'impôt? Mais justement, c'est-à-dire, c'est à ce niveau-là que la loi fiscale a le pouvoir d'apprécier. L'agent de l'État a le pouvoir d'apprécier en disant, tel chauffeur, telle catégorie de personnes, en tout cas, le minimum qu'ils peuvent avoir, c'est par exemple 100 000 par mois. Ça s'apprécie. C'est comme il fut un moment où tous les expatriés, le minimum que les expatriés pouvaient déclarer, c'était $1,100. C'était un texte réglementaire qui avait fixé ces minimums. Donc les minimums, on peut les apprécier selon les indices. Et c'est la loi qui prévoit tout ça. Donc fixer la base imposable, ça ce sont des petits problèmes. Donc ne croyez pas que les chauffeurs... Une sensibilisation. Les plus grands problèmes... Ça va prendre encore du temps. Non, c'est-à-dire... Les réunir, et d'ailleurs, pour la plupart, c'est difficile de les retracer. Ils sont... Comment les reconnaître? Ils ne sont pas dans une association, ils sont. Bien, voilà. Mais les chauffeurs, d'ailleurs, ils devaient être les premiers à obéir à l'impôt. Parce que ils sont parmi les plus grands utilisateurs des routes. Non, ils payent quand même la vignette, ça on le sait, non? Mais ça, c'est la vignette. Mais ses propres impôts, lui, en tant que travailleur, l'impôt qu'il doit payer en tant que travailleur, mais il devait être jaloux aussi de cet impôt. De sorte que quand il a bien payé, il se dit, mais l'État doit... Parce que
il utilise la route et quand il est blessé, il va à l'hôpital. Mais la vignette, c'est seulement la route. Hein. L'impôt sur les véhicules, c'est par rapport aux routes. D'ailleurs, il y avait même une taxe de circulation routière qui était payée, comme le genre péage. Alors, donc, ils doivent comprendre que bien payer les impôts leur donne le droit de bien vivre, c'est-à-dire ils contribuent à l'amélioration de leurs conditions de vie, et même de leurs enfants, de leur famille. Avant, ils attrapaient facilement des maladies, des fièvres typhoïdes parce que l'endroit était sale. Mais maintenant qu'on a mis la propriété, la fièvre typhoïde fouille déjà l'enfant. Donc, il s'est rendu un bon service. Combien de personnes ne sont-elles pas décédées par la malaria, par la fièvre typhoïde? Mais il y a une autre question. La plupart des chauffeurs, des receveurs que nous voyons d'ailleurs, n'ont pas ce qu'on appelle un contrat de travail. C'est le cadre légal qui peut les protéger. Il peut être mis à la porte à tout moment parce qu'il n'a pas un contrat de travail. Et quelqu'un de cette catégorie sans statut professionnel, vous pensez que c'est aussi logique d'imposer sur ces petites transactions? Mais c'est ça, c'est-à-dire, ça c'est l'informel. Et l'informel, tel que les choses évoluent, c'est le désordre. Ils évoluent dans le désordre. Est-ce que c'est bien pour eux-mêmes d'évoluer dans le désordre? Mais c'est la question aussi, c'est aussi bien d'exiger des impôts lorsque les gens sont encore... Mais justement, il faut mettre de l'ordre. Et c'est parmi les remèdes qu'il faut exiger, quitter l'informel pour passer dans le formel. C'est-à-dire quitter le désordre pour passer dans l'ordre. C'est tout à fait normal. Donc, parce que quand vous travaillez dans le désordre, vous croyez beaucoup gagner alors que vous êtes en train de beaucoup perdre. Mais le contrat de travail ne dépend pas d'une quelconque organisation, mais plutôt des employeurs que vous venez de citer. Mais l'ordre en question va obliger les fameux Mopao en question d'avoir un contrat avec son chauffeur. Ça peut être une condition. Et on ne peut même pas... À Abidjan, toutes les voitures taxi sont colorées. Quand c'est telle couleur, eh bien, c'est une voiture qui est autorisée à circuler à travers toute la capitale. Mais quand c'est décoré telle couleur, cette voiture ne peut se limiter que dans la commune. Mais ils respectent ça. C'est ça l'ordre. Est-ce qu'ils sont plus intelligents que nous? Non, mais peut-être nous sommes en difficulté dans la mesure où vous pouvez avoir une seule voiture, c'est la seule qui doit amener les enfants à l'école, récupérer madame au boulot. Tant mieux. Puis, à un certain moment, le chauffeur va dans la route, c'est l'ordre de course, et puis, vous voyez, c'est informel-là. Justement, c'est l'ordre d'abord. Quand vous avez une voiture qui fait les taxis, vous avez vos documents, on vous dit, ayez un contrat de travail avec votre chauffeur, vous allez l'avoir. Et le chauffeur, il sera payé combien? Donc, organiser tout ça, c'est la moindre des choses. Donc, ne considérons pas que ça nous dépasse ou c'est au-dessus de nos têtes. C'est rien. Ça sont des petits... Organiser ce boulot-là, c'est-à-dire cette profession, c'est pas compliqué. Mais le plus important, c'est que les impôts doivent être payés par toutes les catégories professionnelles. Toute personne qui travaille doit payer. Et quand vous payez, vous améliorez les conditions de vie. Ça, j'insiste, vous améliorez vos propres conditions de vie. Alors maintenant, comment il y a plusieurs remèdes? Peut-être, si vous voulez, on peut vous donner certains remèdes au moment opportun. On peut consommer toute une émission pour dire, bon, pour ça, voilà ce qui est faisable. Pour ça, voilà ce qui est faisable. Mais le plus important, la sensibilisation. Donc, le plus important, d'abord, ne condamnez pas une catégorie. Condamnons-nous tous. Nous tous, nous sommes fautifs. Partons de cette base-là, que nous tous nous sommes fautifs et que nous tous, nous voulons l'amélioration. De sorte que nous irons déjà avec un esprit positif vers ce changement. Mais si nous dirons, tel est mauvais, cette catégorie-là va chercher à se défendre. Et en cherchant à se défendre, il n'y aura pas d'amélioration. Mais, considérons que nous tous nous sommes fautifs et que nous tous nous voulons l'amélioration, allons avec gaieté de cœur vers cette amélioration-là. C'est ça la vision positiviste qu'il faut avoir pour proposer d'autres réformes qui passeront. Voilà. Une autre question
c'est par rapport à l'impôt qu'on avait dernièrement demandé au petit commerce 50 000 francs. Ça suscitait un tollé. Finalement, on dirait qu'on ne les paie plus. Mais comment d'abord l'administration fiscale peut justifier qu'une maman, par exemple, qui vend quelques bottes de braise au coin de son avenue pourrait facilement payer 50 000 francs par année en termes d'impôts? Oui, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai toujours dit, parfois c'est malheureux, parce que quand on n'a pas approfondi la réflexion, on se rend compte qu'on est à côté, ou on croit qu'on est à côté. Posez-vous, maintenant, réfléchissez, vous avez pris un cas, une maman qui vend les braises. Ok. Maintenant, posez-vous la question, par an, elle vend combien de sacs? C'est ça la question? Oui, c'est une question. Non, mais cherchez plutôt à savoir un sac peut produire combien en termes de bénéfices. Non, combien elle vend, combien de sacs elle vend par an? Est-ce qu'une maman pouvait sillonner à travers la ville, une maman qui a comme activité les braises, ne vendre qu'un seul sac de braises par mois? Elle peut en vendre même 5, 10 par mois. Et des mamans ont aussi l'obligation d'avoir un numéro d'impôt, c'est ça? Non, c'est-à-dire les modalités pratiques pour payer. Là, c'est un autre problème. Mais c'est aussi un problème. Justement, ce n'est pas... C'est-à-dire... Est-ce qu'on ne paye pas l'impôt sur base... Non, organiser... C'est une immatriculation, par exemple. Bien sûr, mais organiser ça, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Donc, ce n'est pas là le problème. Mais le problème, c'est l'acceptabilité. Que les gens disent oui, nous voulons bien payer ces 50 000. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Moi, j'ai mes 50 000 que je dois payer. Je dois faire quoi? Là, c'est notre problème. Mais ici, que la personne accepte, comment que la personne accepte de payer. Parce que les problèmes qui étaient avancés, on a parlé de 50 000 pour les petits travaux. Ah non, c'est trop. Une maman qui vend des chikwang, comment elle peut payer ceci? Vous avez qu'à payer des braises. Mais non, quand on doit faire une petite analyse, on sait qu'il y a des difficultés dans ce pays. Mais est-ce que 50 000 pas par mois ou par jour, c'est par an? Et au rythme, à votre rythme. Ce n'est pas que les 10, vous devez payer autant. Non, à votre rythme. Vous pouvez dire, bon... Donc il n'y a pas d'acompte. Justement, vous payez à votre rythme, c'est-à-dire ce que vous voulez. Mais l'essentiel est qu'à la fin de l'année, vous avez totalisé 50 000. Il n'y a pas d'acompte échelonné. Mais c'est ça l'échelonnement. Quand le paiement à votre rythme, c'est ça l'échelonnement. Vous avez 1000 francs. Mais par exemple, si quelqu'un s'engageait, moi je veux bien payer, mais je voudrais payer 1000 francs par semaine. Mais au bout de 50 semaines, la personne aura payé 1000 francs et 50 000 francs. Au bout de il restera encore 2 semaines pour l'année. Donc, est-ce que vraiment, on peut dire qu'il est impossible pour une maman qui vend les braises de dégager 1000 francs par semaine à payer à titre d'impôt? Mais vous savez, ce sont des activités aussi pas assez régulières. Elle peut tomber malade 2 semaines, elle peut cesser 1 mois et elle reprend après 2 autres mois. Vous voyez, mais c'est compliqué à une personne comme ça qui n'est pas aussi régulière dans l'exercice de ses activités. Vous lui imposez directement qu'il faut payer autant parce qu'elle n'a même pas le temps de congé. Vous voyez tout ça? Mais justement, c'est-à-dire, au lieu de dire que ça peut arriver effectivement que la personne puisse tomber malade, mais ça, ce sont des problèmes à régler avec l'administration. Que moi, je vais bien là, on payer. peut négocier ces impôts non, avec moi, l'administration. Mais c'est ça le rôle de la population. La population a le droit de dire, bon, nous voulons ça, mais face à telle situation, qu'est-ce que nous allons faire? La question peut être posée et la réponse sera là. Mais on refuse d'emblée. Parce que nous partons du principe que tout le monde est en bonne santé et tout le monde travaille. Par conséquent, payer 50 000. Maintenant, s'il y a des exceptions, c'est au concerné de les soulever, de sorte que l'autorité pourra dire, au fait, ça, je n'ai pas bien réfléchi, mais quand vous avez été malade pendant 6 mois, par exemple, payer ne fût-ce que 25 000, par exemple. Ça, c'est l'autorité qui pourrait y répondre sur demande. Mais maintenant, on est totalement opposé. Donc, c'est comme si on ne veut pas contribuer au bien-être de son propre pays. Non, mais il peut y avoir de la volonté petite. On peut bien sûr la sous-estimer, mais au moins
c'est aussi la bonne réflexion, parce qu'aujourd'hui, vous ne demanderez pas à un garçon qui circule avec 2 bassins d'arachides à travers la ville, nuit et jour, de verser 50 000 francs comme ça. Ah, mais justement, parce que dans le cas de recherche, moi je m'amuse beaucoup avec ces jeunes gens. Je m'amuse beaucoup, je les appelle, je cause avec eux pour sonder. Mais vous serez scandalisés d'entendre qu'ils ont fait un chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires de loin supérieur qu'un fonctionnaire. C'est quelqu'un qui va du matin au soir au bureau. Non. Parce que, mais si. Mais c'est-à-dire, c'est ça la curiosité, c'est ça la réflexion. Mais c'est avec quelle peine? C'est ça aussi. Peu importe. Est-ce qu'il y a des travaux sans peine? Mais les peines, il y a peine et peine. Mais tant mieux, quel que soit, mais est-ce qu'il y a un travail sans peine? Il nous reste une seule minute, vous concluez déjà. Malheureusement. Oui. Donc, c'est pour vous dire que c'est la réflexion qui n'est pas très approfondie chez nous. On doit approfondir pour dégager quels sont les remèdes, d'abord, quels sont les diagnostics de notre problème, quels sont les remèdes, et quand on va y arriver, c'est alors que nous pourrons espérer bien vivre. Mais si c'est seulement nous situer dans la défensive, ah, pourquoi ceci, pourquoi cela, nous allons évoluer, mais timidement, sinon nous n'allons pas bien évoluer. Parce que nous aurons la pauvreté devant nous, la misère devant nous, et nous allons continuer à envier les autres, mais chez eux, ils payent les impôts. Et chez vous, au lieu de payer les impôts correctement, non, vous ne payez rien, et vous vous plaignez par la suite des conséquences. Et quelles conséquences? La misère. Donc, c'est fondamental que nous puissions développer cette notion ou cette problématique. Nous devons vraiment l'aborder au même titre qu'on aborde l'enseignement, la santé, qui sont des problèmes des sociétés. De l'impôt, on doit l'intégrer dans la dimension d'un problème de société. Ça nous permettra maintenant de bien réfléchir et de bien orienter les solutions. Surtout l'inscrire dans le programme de l'enseignement. Entre autres, l'inscrire dans le programme de l'enseignement, et aussi demander aux pasteurs d'en faire large diffusion. Des messages de prédication. Des prédications. Merci, M. Bifoumanou, d'avoir répondu à nos questions. Et je pense que nous allons nous retrouver prochainement pour approfondir encore la réflexion. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ces numéros de Trisoko. Retrouvez-nous sur www.trianglesocleducongo.org. Envoyez-nous des messages, des appels aussi à travers le numéro qui est affiché au bas de votre écran. Vous aurez alors des réponses également. Merci surtout et prenons rendez-vous prochainement avec le même plaisir. Au revoir.